sanitaire du Covid et de fonds destinés à l'Italie pour la rénovation énergétique de logements. Des villas majestueuses, des voitures, des bijoux, des montres de luxe et des crypto-monnaies ont déjà été saisies. Cette affaire met en lumière le défi que représente la gestion du plan de relance européen pour l'Italie qui bénéficie du plus gros montant, soit 194,4 milliards d'euros. Anne Lenire, Rome, RFI. En France, le gouvernement dénonce un crime barbare après le décès ce vendredi d'un adolescent de 15 ans. Il avait été passé à tabac, roué de coups hier à la sortie de son collège situé à Viry-Châtillon en banlieue parisienne. Mardi, une autre adolescente a été gravement blessée lors d'une agression, là aussi devant son collège à Montpellier. 3 mineurs ont reconnu leur implication. Nous serons intraitables contre toute forme de violence et il faut protéger l'école de ça, a déclaré ce matin le président Emmanuel Macron. Le gouvernement français doit aller plus vite contre le réchauffement climatique. Le Haut Conseil pour le climat publie une lettre ouverte au Premier ministre sur un risque de recul de l'ambition de la politique climatique. L'organisme indépendant est chargé d'évaluer les actions mises en place par l'exécutif donne l'alerte. Malgré les bons résultats obtenus dans la baisse des émissions de gaz à effet de serre, il n'est pas garanti que cette dynamique se poursuive. Les explications de Simon Rosé. Certes, les émissions françaises de gaz à effet de serre ont diminué de près de 5% l'an dernier. Certes, pour la première fois, ce résultat est en ligne avec les objectifs fixés pour respecter l'accord de Paris sur le climat. Mais quid de la suite, demande le Haut Conseil pour le climat. L'instance indépendante rappelle que ce bon résultat doit être répété tous les ans jusqu'en 2030 pour que la France respecte ses engagements. Et pour l'instant, elle déplore que rien ne le garantisse. Le Haut Conseil pour le climat note ainsi que des textes structurels ne sont toujours pas adoptés. La loi de programmation énergie-climat, la stratégie française énergie et climat, la nouvelle stratégie nationale bas carbone, le 3e plan d'adaptation au changement climatique, la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. Autant de textes qui façonnent l'action climatique de la France mais qui accumulent les retards. En cause, se justifie le gouvernement, la composition de l'Assemblée nationale où il ne dispose que d'une majorité relative et où il craint un échec. Résultat, l'exécutif n'a toujours pas présenté ses textes au Parlement alors que la loi l'y oblige pourtant. Simon Rosé, RFI, il est 18h10 à Paris. Merci d'avoir suivi ce journal en français facile. Vous pouvez le retrouver sur françaisfacile.rfi.fr avec sa transcription. Religion du monde, Véronique Guémard. L'ayahuasca est un breuvage hallucinogène utilisé dans les sociétés amérindiennes d'Amazonie par les chamans guérisseurs des corps et des âmes. Au Gabon, c'est la racine de l'iboga qui est consommée dans des rites d'initiation bwiti, des breuvages et poudres que certains occidentaux consomment dans des quêtes de développement personnel. Religion du monde, Véronique Guémard. Dimanche, à partir de 10h10. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour, bienvenue dans le Café des Sports hebdomadaire. Vous nous retrouvez chaque semaine à la même heure pour évoquer le football autour de la planète. Nous parlerons évidemment de football et avec les invités du jour. Nous sommes presque au grand complet et c'est une bonne nouvelle, même si on attend sans doute l'invité le plus important et j'en suis désolée. Mais pour l'instant, je vous présente ceux qui sont là. Et il y a Xavier Barré. Bonjour Xavier. Bonjour Annie. En vélo, on n'a pas d'accident de voiture. Oui, c'est ça, un petit peu. Rémi va bien, mais effectivement, il a un petit retard, un petit contretemps. Bonjour, Eric Rabessandratana. Bonjour, Annie. Bonjour à tous. Tout va bien ? Ouais, super, très bien. Votre PSG va bien avant les... Il a l'air d'aller bien, hein, même si il peut toujours aller mieux, mais il a l'air d'aller bien. Bon, mais s'il va bien, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie, bonjour tout le monde, et c'est parti, hein, le Facebook Live pour ce
ce Café des Sports. Archiduc, bon retour à notre coach Annie. Voilà, petite dédicace. Je suis là. Eric Naganda aussi, il est à Kisangani. Je suis en mode téléphone aujourd'hui à la main, écouteurs sur les oreilles. Je sais que ça va être wouh, nous dit-il, avec la magnifique voix d'Annie Gasnier. Much love. C'est beau. Merci à tous. Je suis très heureuse aussi d'être là et d'être en votre compagnie. Les absents ayant toujours tort, eh bien, on vous demandera de bien vouloir patienter. Dommage qu'on parle pas du Real Madrid. C'est dommage. Non mais on l'attend. On l'attend. On va inventer un sujet. Vous savez qu'il y en a qui ont envoyé des cartons là pour parler d'un certain Cristiano Ronaldo qui aurait mis des triplés cette semaine. Ah bon, ça lui arrive encore. Bon, c'est trop facile aussi. C'est pour ça. Alors, dans les débats du jour, nous évoquerons ces remous à la FECAFOOT et autour des Lions indomptables avec la nomination d'un nouveau sélectionneur. Un bras de fer s'est-il engagé entre le ministre des Sports et le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o? Est-il un président sous tutelle? Faut-il craindre surtout des conséquences néfastes pour le football camerounais? Nous essaierons de comprendre. La Ligue des champions d'Afrique, au stade des matchs retour des quarts de finale, le TP Mazembe et la SEC Mimosa pourront-ils intégrer le dernier carré continental? Le derby d'Angleterre, match au sommet ce week-end de Premier League avec le choc entre Manchester United et Liverpool. Le vrai derby d'Angleterre, dit-on. Une formalité ou pas pour les Reds alors que Manchester United rumine encore sa défaite d'hier soir. Enfin, il y aura vos cartons et les nôtres. Et puis, vous nous direz aussi, chers participants, quel est votre favori pour le prix Marc-Vivien Foé de cette année 2024. Un café préparé avec l'aide de David Finzel et Sarah Loubacouche. À la réalisation sonore, il y a Mathieu De Gueldre. Et puis, là-bas, du côté des moyens vidéo, nous avons Steven Elsley et Adrien Toureau. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. God Save the Queen pour nous transporter du côté de l'Angleterre, le nord de l'Angleterre. Et on n'y verra que du rouge. Enfin, c'est l'expression puisque ce sont les deux clubs qui jouent en rouge dans ce championnat d'Angleterre et sans doute les plus célèbres de ce championnat. Oversea, comme on dit en France, de l'autre côté du Channel. Alors voici le contexte. Manchester United recevra Liverpool sur sa pelouse d'Old Trafford, mais une équipe de Man U un peu blessée puisqu'hier soir, elle a perdu un match incroyable. C'était à Stamford Bridge. Elle a été battue par Chelsea en encaissant 2 buts dans les 2 dernières minutes. Un vrai scénario catastrophe pour Manchester United, alors que Liverpool, tranquillement, dans son rythme, pour ne pas perdre surtout la tête de la Premier League, parce que les autres derrière, ils n'en finissent pas de gagner, Arsenal et City, eh bien, Liverpool s'est imposé face à Sheffield. Résultat, au vu de la forme des Reds de Jürgen Klopp. Allez, je pose la question à un footeux dans cette pièce, celui qui a pratiqué les derbies, Eric Rabessandratana. Est-ce que, pour vous, on peut dire que ça sera une formalité, ce déplacement pour Liverpool ? Alors, c'est jamais une formalité, mais Liverpool a quand même un calendrier plutôt favorable pour cette fin de saison. Si je fais la comparaison avec Arsenal, qui va avoir beaucoup de matchs difficiles à jouer, avec beaucoup plus d'opposition. Ce déplacement à Manchester United représente une grosse opposition malgré tout, mais voilà, Liverpool est tellement dominant que je pense que ça va être pas facile, mais ça va être maîtrisé par Liverpool. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'effet psychologique, là, par exemple, de cette 31e journée qui a eu lieu encore hier soir, aura un impact, même si Manchester United est à domicile? Manchester United a tellement de points de retard pour essayer de participer. C'est mal parti pour la Ligue des Champions l'an prochain. J'ai quand même du mal à me dire que ils vont être revanchards ou ils vont accrocher plus que ça ce match-là, même si ça reste quand même un match symbolique. Je reste quand même persuadé que Liverpool va avoir beaucoup plus de détermination qu'un Manchester United qui est dans la difficulté. Ah mais Manchester United, ils veulent aller en Ligue des Champions aussi. Ils sont loin. Et il faut savoir. Loin, il aurait fallu qu'ils gagnent hier soir déjà, où ils se seraient rapprochés. Attendez, vous parlez des 4 premières places. Il ne faut pas oublier que la 5e place est possiblement qualificative pour la Ligue des Champions aussi.
avec le jeu le nouveau règlement qui donne une place supplémentaire aux 2 premiers au classement UEFA. Et donc l'Angleterre est bien placée. C'est pas encore fini puisqu'on ne saura que en fin de saison. 32e journée là. Voilà. Donc et puis il y a aussi le vainqueur de la Ligue Europa qui bascule aussi en Ligue des Champions. Donc il y a plein de possibilités qui font que le 6e de la Première Ligue peut, le 5e déjà, mais peut-être même le 6e peut aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Et Manchester United est justement en position de prendre cette 6e place. Donc ils vont pas c'est encore justement... hypothétique pour l'instant. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont pas lâcher, surtout dans ce derby d'Angleterre. Là où ils vont pas lâcher, qui est contre leur ennemi, parce que vous l'avez très bien présenté, Annie. Mais le grand match en Angleterre, c'est Liverpool-Manchester United. Bien sûr, c'est le choc des chocs, c'est les 2 clubs les plus titrés de l'histoire. Marseille, il y a des moments... Plus, parce que ça remonte bien au-delà de la création du PSG, je ne veux pas vexer Rabé. Mais des fois, l'état des troupes fait qu'on sent que le derby... Moi, je pense que le match hier soir va laisser beaucoup de traces. Alors, vous êtes à la 98e minute, temps additionnel, déjà beaucoup de temps additionnel. Vous menez 3-2 contre Chelsea. Et vous vous faites renverser en 2 minutes, le temps additionnel continue, à la 101e, vous êtes battu 4-3. Et 4 jours plus tard, il faut jouer Liverpool. Mais bien sûr que ça va trotter dans les têtes. Avec Fred, mais c'est terrible ce qui leur est arrivé là. C'était qui dans les buts? C'était André Onana, je crois. Absolument. Non, mais non, je l'attaque pas. Mais il y a des réactions là sur le fil. Ils prennent énormément de buts cette année. Bon, c'est pas que de sa faute, mais bon, il a encore pris 4 buts hier, André Onana. Alors que De Gea est un gardien de but au chômage. Au chômage, oui. Mais bon, après, le dernier but, par exemple, le ballon est dévié. Malheureusement, il est pris à contre-pied. Il peut rien faire. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, moi, je me prends à témoin l'ancien capitaine du PSG. Pas trop, quand même. Pas trop. Non, mais quand vous perdez un match, qu'est-ce qu'ils vous disent la plupart des joueurs? Moi, j'ai pas été joueur à ce niveau-là, mais j'ai fait quelques interviews. On veut rejouer le plus vite possible pour se changer les idées. Donc les joueurs de Manchester, ils savent qu'ils ont laissé filer une occasion à Stamford Bridge contre Chelsea. Là, ils ont l'occasion de prendre une revanche sur eux-mêmes, mais aussi sur leurs adversaires. Je pense qu'ils vont attaquer ce match contre Liverpool avec la rage aux lèvres. Mais le gros problème quand même de Manchester United, Eric, c'est que cette équipe, cette année, elle peut faire des choses incroyables et après s'écrouler au match d'après où on se dit, bon, bah ça y est, et ils ont franchi une espèce de cap. Ça y est. Et à chaque fois qu'on a l'impression qu'ils se rétablissent, patatras. Elle est très irrégulière. Juste peut-être, je regarde parce que je suis en train de regarder justement les oppositions. Non, mais c'est vrai, les oppositions avec Tottenham va avoir un calendrier difficile jusqu'à la fin de saison. Ils vont jouer Arsenal. C'est l'arbitre. Ils vont jouer Arsenal, Chelsea, Liverpool. Il y aura Newcastle. Ça va être des matchs quand même difficiles. Ça peut permettre éventuellement à Manchester, mais encore faut-il être régulier, et ça c'est pas le cas pour l'instant. Donc je sais pas s'ils vont, ça va leur permettre de revenir, mais ça leur laisse quand même une certaine chance pour revenir. Après, mais c'est vrai que sur le côté irrégularité, ils vous suivent plutôt, et il y en a pas mal qui voient finalement United embêter Liverpool. Robson nous dit, même si United est une équipe très irrégulière cette année, attention aux Red Devils. Jean-Kévin Bémac, lui, United ne laissera pas gagner Liverpool, c'est le derby. Bon. Et il faut voir que... Il y a une chose en plus, peut-être. Qu'est-ce qui se passe au sein de cette équipe? C'est quoi? C'est des joueurs qui sont moins performants, qui sont en moins bonne forme? On parle de Bruno Fernandes, qui est quand même moins rayonnant, peut-être. Je crois que hier soir, il a été plutôt bon. Mais lui est irrégulier. L'équipe est irrégulière, mais lui aussi. L'équipe dépend énormément de lui. L'an dernier, ce qui a fait le succès de Manchester United, qui avait quand même fait une très belle saison, ça a été le duo Eriksen-Bruno Fernandes. C'était ces doubles meneurs de jeu, ce double rôle de meneur de jeu qui pouvait alterner et trouver des solutions avec tous les attaquants de talent qu'ils avaient pour justement porter l'équipe. Cette année, Christian Eriksen est pas au top, il est même rarement titulaire. Et Bruno Fernandes, du coup, a le poids tout le poids du jeu sur ses épaules. Et forcément, ça fait combien d'années qu'il est là, être le joueur clé de Manchester United, même son éphémère coéquipier Cristiano Ronaldo en avait pris un peu ombrage parce qu'il est adulé à Manchester. Et donc, Bruno Fernandes, il peut avoir des coups de moins bien parce qu'il joue tout le temps. Et puis alors, Eric, on le disait, ils prennent aussi beaucoup de buts, cette équipe. Et c'est vrai que là, ils prennent la défense, Maguire, Varane. Qu'en diriez-vous ?
Maguire, moi déjà je suis pas fan. Depuis très longtemps je suis pas fan. Quand on parle d'irrégularité, c'est quand même le meilleur exemple de joueur qui est complètement irrégulier. Alors il est capable de faire des performances intéressantes, mais il est quand même beaucoup plus coutumier d'absence ou d'erreurs techniques ou de mise en difficulté de son équipe. Donc ça va avec j'ai envie de dire, le rendement de Manchester United. C'est aussi les blessures. Parce que vous donnez les noms de Maguire et Varane. Il ne faut pas oublier qu'en début de saison, Maguire, il n'était même pas dans le groupe. Ça s'est pas vu. Non, mais... Je rigole. Ouais, mais Lisandro, l'Argentin, qui était une super recrue, on l'a pratiquement pas vu. Il est revenu et il est à nouveau blessé. Il y a un problème Rashford aussi, il a été à un moment, pour les attaquants. Oui. Donc il y a un effectif qui est effectivement soumis à très nombreuses blessures, et notamment la charnière. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais ils en sont à je sais pas combien de charnières alignées cette saison. Or on sait que dans une défense, c'est pas l'ancien défenseur central du PSG qui va me contredire, que le rôle d'une charnière centrale, c'est essentiel dans l'équilibre d'une équipe. C'est surtout d'amener la sécurité, et ce que n'a pas. Alors même si Manchester United est quand même capable de faire des bons matchs, mais il n'y a pas de régularité et de sérénité défensive en tout cas. Allez, 2 petits messages. Moussa Séni Amadou nous dit: si Cristiano Ronaldo était encore là, Xavier Barré aurait trouvé le bouc émissaire. Là, il doit trouver d'autres excuses. Il se fait attaquer. Et sinon, Mohamed Diallo, n'oubliez pas que le match allé à Anfield, il y avait eu 0-0. Oui. Et que United a battu Liverpool 4-3. Et Liverpool avait eu du mal à se mettre en route dans cette saison. Mais alors, messieurs, on en sera à la 32e journée. Et là-bas, il y a encore 20 clubs, donc il y en aura 38 des journées. On a quand même un trio qui mène un train d'enfer dans cette première ligue. Liverpool est 1 point devant Arsenal et 2 points devant Manchester City. Non, 2 et 3 points. Non, 2 et 3 points. C'est 2 et 3 points. Qu'est-ce qui va se passer selon vous dans ces journées qui restent On a eu ce débat dans votre émission, Annie, même si vous n'étiez pas toujours là. Voilà. On a eu ce débat ces dernières semaines. Et à chaque fois, j'ai dit, je pense qu'il va y avoir des matchs nuls dans les chocs au sommet. C'est ce qui s'est passé. Manchester City, qui d'habitude gagnait tout, a fait match nul contre Liverpool et match nul contre Arsenal. Donc ils n'ont pas gagné ces matchs, comme on disait à l'époque, à 4 points, maintenant à 6 points. Ils font la différence, c'est vrai. Et du coup, ils se retrouvent derrière, alors que potentiellement, ils pouvaient être leaders. Donc, ils sont plus maîtres de leur destin. Puis, il n'y a plus vraiment de joker. Si City perd un match, là... bien sûr, mais surtout, s'ils gagnaient ces 2 matchs au sommet, ils étaient leaders et ils étaient maîtres de leur destin. Là, ils ne le sont plus. Et je pense, moi, j'avais mis une petite pièce sur Arsenal, qui a un calendrier un petit peu moins chargé que les autres, parce qu'ils sont pas en cup. Rémi n'est pas là pour dire le contraire, n'est-ce pas, Xavier? Ces derniers temps, il est devenu très supporter des Gunners, je l'ai trouvé. Je pense que Arsène Wenger a dû beaucoup apprécier le retournement de veste de Rémi Ngono. Et donc oui, Arsenal, je pense qu'il y a un petit peu moins de matchs à jouer parce qu'ils sont éliminés de la Cup depuis quelques temps, alors que les autres sont encore en course. Du coup, ils ont peut-être la possibilité d'être un peu plus frais. Ils sont peut-être un peu plus frais que les autres. Et ces dernières années, ils ont toujours craqué dans la dernière ligne droite. Oui, mais ils ont plus d'expérience maintenant. Je vais répondre à ton cas. Je regarde le calendrier d'Arsenal, Wolverhampton, Chelsea, Tottenham, Bournemouth, Manchester United, Everton. C'est pas facile comme fin de saison. Et Manchester City a rien du tout, a aucune équipe qui va la déranger. Alors, Eric, avec vos charmantes lunettes. J'avoue que je ne vois plus rien, je suis désolé. Je suis vieux. Eric, Manchester City a peut-être un problème, peut-être pas d'adversaire à venir, mais un problème avec Haaland. Est-ce que c'est un coup de mou? Est-ce que c'est un passage à vide? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce que vraiment il est devenu mauvais? Non, bien sûr que non, évidemment. Je vous provoque, bien entendu. Bien sûr, j'ai senti la provocation, mais non, mais Haaland, j'ai presque envie de dire qu'il découvre un peu cette situation, parce qu'il a toujours été assez régulier partout dans les clubs où il est passé. Et puis là, il est en train de découvrir ça. On va voir un petit peu comment il est capable de réagir. C'est le rythme de l'Angleterre qu'impose l'Angleterre. C'est peut-être parce que là, ils sont dans beaucoup de compétitions en même temps. Ils sont parmi les favoris de la Ligue des Champions. Donc, il y a quand même toujours des enjeux peut-être plus forts encore pour cette. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a eu beaucoup d'attentes pour lui aussi. Pour lui, oui. On se rappelle que Manchester City a cherché longtemps. L'année dernière, il marque quoi, 50 buts mais alors il y a eu un élément important l'année dernière, lors de la saison dernière, 2022-2023, c'est qu'il y a eu la Coupe du Monde au milieu. Et cette Coupe du Monde, la Norvège ne l'a pas jouée. Donc, en fait, Hollande, il a eu 1 mois de trêve, lui.
pendant lequel il a pu se régénérer. Et comme on sait que c'est un joueur qui a une grande carcasse, qui a besoin d'être au top physiquement pour être efficace, eh bien cette année, il n'a pas cette coupure. D'ailleurs, il a été blessé. Il a été absent à plusieurs reprises. Oui. Et je pense qu'il n'est pas dans le rythme, pas dans le rythme optimal. On voit que Pep Guardiola l'économise beaucoup. Il ne l'utilise pas à tous les matchs. Il le laisse se reposer justement pour qu'il puisse être décisif au Real Madrid, peut-être. Effectivement. et ça, on voit très bien que Hollande est parfaitement conscient de la situation. Il l'avait déclaré en interview. Il a dit « Je ne suis pas venu ici pour être champion d'Angleterre. Je suis venu ici pour faire gagner la Ligue des Champions à Manchester City. » Il l'a déjà réussi la saison dernière. Donc et ils ont comme objectif prioritaire de le refaire cette saison. Frédéric, vous, qui voyez-vous terminer dans ce trio de fous Liverpool, bien sûr. Liverpool. Jürgen Klopp. Les adieux pour ses adieux, c'est quand même symbolique et franchement, ce serait beau. Et ça motive ses troupes, vraisemblablement. En tout cas, c'est le sentiment qu'on en a. Ils veulent être champions, de toute façon. Il faut rappeler que la dernière fois que Liverpool a été champion, ça a été l'année. On parlait d'Alain de Mossala, il n'est pas dans la forme de sa ville en ce moment. Mais... Oui, mais il y a d'autres solutions devant à Liverpool. On le voit avec Darwin Núñez, Luis Diaz, Gakpo qui est remplaçant alors qu'il est titulaire en équipe des Pays-Bas. Enfin bref, il y a quand même des solutions offensives incroyables. Mais il faut quand même rappeler une chose, c'est que Liverpool a été champion la dernière fois en 2020, l'année du Covid, et que cette grande fête qu'attendait tout le peuple Scouser a été un peu gâchée par les circonstances. Donc ils ont vraiment envie, je pense, tous ces joueurs, de connaître un titre fêté avec tout le peuple d'Anfield, libéré, sans masque, voilà, tout le monde qui pourra partager cette joie. Par contre, ce sera un coup dur pour Arsenal qui deuxième année consécutive. Deuxième année consécutive, c'est là, franchement, pour le moral, ça va être très très dur. Ils viennent de tellement loin que de toute façon, ils se remettent dans le Il y a cette haut participation à la Ligue des Champions qui peut peut-être un peu atténuer, mais... Peut-être. Il reste 7 journées, c'est ça 6, 6, c'est donc 32e là, et il y en a 38. Il en reste 6. Il y aura donc de la Ligue des Champions au cours de la semaine prochaine, et nous serons là avant et après les matchs, et notamment il y aura ce Real de Madrid City, et puis Arsenal Bayern de Munich le lendemain. Je crois qu'il y a un certain club français qui joue, n'est-ce pas, mercredi? On a le temps d'en reparler d'ici là. Je ne sais plus. On continue, puisqu'on parlait de Ligue des Champions. On va rester sur la Ligue des Champions, mais cette fois, la Ligue des Champions d'Afrique. La Ligue des Champions d'Afrique, donc 4 matchs au cours du week-end, 2 ce vendredi et 2 demain, et le fameux dernier carré des clubs africains pour objectif effectivement dans cette Ligue des Champions. Le club de la RDC, le TP Mazembe et la SEC Mimosa d'Abidjan seront-ils parmi les 4 meilleures équipes du continent? C'est évidemment la question qu'on peut se poser à cette heure. Samedi dernier à Lubumbashi, les Corbeaux, toujours en tête de leur championnat, n'ont pu faire qu'un 0-0 face au Petro de Luanda. Retour donc, ça sera demain 16h en Angola pour des Corbeaux qui ne disputent pas ce stade de la compétition depuis 2020. Sont-ils en route pour une demi-finale de Ligue des Champions d'Afrique? Eh bien, je vais poser la question à celui qui vient de s'immiscer dans ce studio, assez discrètement. On l'a pas vu passer. Il fait très très bien la grenouille. Diane Ousmane nous demandait où est Rémi? Il est là. Eh ben, il est là. Oui. Bonjour Rémi. Oui, bonjour Annie. Tout va bien? Tout va bien. Présentez vos excuses à tous les auditeurs, spectateurs. Et donc, à tous les spectateurs, vous devez savoir qu'il y a des choses qui se passent et qui ne dépendent pas de nous. À savoir que lorsque vous êtes victime d'un accident avec un scooter, il y a les forces de sécurité qui doivent venir et puis on contrôle tout et après. Mais tout va bien vous avez beau dire, on m'attend sur le plateau radio, sur le plateau télé. On vous dit, monsieur, calmez-vous, on finit d'abord et puis on partez. Pas assez connu dans les rues de Paris. Et le pilote du scooter allait bien aussi? Oui, il va bien. Il va bien, sauf que ma voiture est très malade. Ça sera notre problème. Rémi, dites-nous, est-ce que pour vous, les Corbeaux du TP Mazembe, réentraînés ou toujours entraînés par Lamine Diaye, ils ont fait 0-0 chez eux. Est-ce que quand même à Luanda, ils peuvent décrocher la place en demi-finale? C'est très difficile parce que j'avais déjà dit, c'est une équipe qui sort d'une vaste humiliation l'année dernière, désillusion d'ailleurs, et que même à domicile, ils étaient souvent dominés. Cette fois-ci, ils ont au moins réussi à ne pas encaisser. C'est vrai qu'en voyant le match, ils pouvaient le gagner.
Mais sauf qu'ils n'ont pas saisi toutes les opportunités. Mais Et, à Luanda, et chez vous, maintenant... Rémi, précisons, les matchs marqués à l'extérieur comptent toujours double, en Afrique. Et donc, c'est ça. Donc c'est d'autant que ce que vous soulignez, c'est-à-dire ils n'ont pas, ils n'ont pas encaissé. C'est pas si mauvais que ça. C'est pas si mauvais que ça. C'est pour ça que je dis que bon, il est fort possible que quelque chose puisse arriver parce que s'ils réussissent à marquer, s'ils ont peut-être 3 opportunités et surtout, s'ils parviennent à se créer encore des occasions parce que tout au moins cette fois-ci, pour une fois, on a pu voir que le milieu de terrain était assez bien huilé, mais sauf que la finition n'y était pas. La percussion était sur les côtés, mais la finition n'y était pas. Espérons qu'ils auront peut-être de la finition, mais attention, comme je dis, quand c'est toujours à l'extérieur, chaque chien est dangereux dans sa cour. Non, Frédéric, ça nous intéresse beaucoup les Congolais. On parle des Coupes d'Afrique, mais là c'est surtout il est là. Bonne arrivée Rémi. L'arrivée du boss. Le boss est là. Le boss. Non, Rémi. C'est pas moi le boss. Voilà la boss. Je voulais vous l'entendre dire. D'ailleurs, c'est bizarre, c'était très calme. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était Ça très devient calme, dissipé. Rémi. Est-ce que ça te fait réfléchir? Vous savez, actuellement, il fait 50 degrés au Tchad. Xavier. Mais moi, je suis pas aussi optimiste que Rémi Ngono pour les Corbeaux du TP, parce que ils n'ont pas réussi à gagner à l'aller, alors qu'en phase de poule. Vous aussi, vous mettez des lunettes. Oui, comme. Il fait beaucoup plus vieux que moi. Plus sérieux. Non, mais si on voit le TP à la maison, ils ont pu se qualifier, ils ont fait 10 points en phase de poule parce qu'ils ont presque fait le plein à la maison. Ils ont fait 7 points sur 9 possibles. Oui. Alors que là, à l'extérieur. Ils ont perdu contre les Mamelody Sundowns, ils ont fait nul à Nouadhibou, ils ont, je crois, perdu aussi aux Pyramids. Donc, du coup, en déplacement, ils ont du mal. Et le Petro Atlético, à l'inverse, qui est sorti premier de sa phase de poule, lui, il gagne à Luanda. Donc, ça risque d'être très compliqué. Le Petro Atlético, on en avait parlé dans l'émission, c'est une équipe qui peut se payer des joueurs portugais et brésiliens. Donc, il y a de la qualité. Grâce au pétrole, effectivement. Donc, il y a de la qualité. J'ai peur que la marche soit un peu compliquée pour le TP. Et pour la SEC, Xavier, alors, c'est retour à domicile. Et là, cette équipe, elle n'a pas encaissé de but, on le disait. Alors, ils vont jouer au Pau Félicien, qu'on a fréquenté durant la CAN. Ils vont recevoir l'Espérance de Tunis et ils ont réussi, eux, à arracher ce match nul à l'aller. Et c'était un bon résultat pour la SEC. Ils ont fait 0-0 effectivement à Tunis, c'est remarquable. Mais le problème de la SEC actuellement, les Mimos, c'est qu'ils ne marquent pas. Ils ont marqué, je crois, 2 buts sur les 7 derniers matchs. Bon, mais là, ne pas encaisser, c'était déjà bien. Mais... Oui, alors pas encaisser, c'est une chose. Mais voilà, il faut marquer. Il va falloir marquer un moment. Et vous le rappeliez à l'instant, il y a encore la règle du but à l'extérieur dans les coupes africaines, qui a été supprimée par l'UEFA dans les coupes européennes. Et donc, s'il y a 1-1, ce sera l'Espérance qui passe. Donc, il va falloir rester vigilant derrière et trouver des solutions pour marquer devant. Sur ce qu'ils ont montré lors des derniers matchs, les Mimos de Julien Chevalier, ils ont du mal. Donc, on est derrière eux, mais ça risque d'être compliqué. On est derrière eux parce qu'ils montrent aussi qu'il y a un travail énorme qui est fait pour ramener ce club au top du championnat de Ligue des champions d'Afrique. Rémi ? Nous avons pu voir. Les jaunes et noirs. Nous avons pu voir ce que la Côte d'Ivoire a eu à produire. Et nous avons pu voir comment est-ce que cette équipe-là, ces joueurs ivoiriens... Vous faites allusion à quoi ? Non, ils ont déjà... Je ne vois pas ce qu'il veut dire. Voilà, donc c'est une équipe qui déjà, je crois qu'au match aller, a pu constater qu'elle a tenu le choc. Et d'ailleurs, elle aurait pu, dans le dernier quart d'heure, elle aurait pu revenir avec au moins un but. Bah oui. Mais bon, cette fois-ci, quand on voit quand même l'engouement au niveau de la Côte d'Ivoire, ça ressemble un peu à la CAN bis. Parce qu'actuellement, il y a déjà 20 000 billets qui ont été vendus pour un match de cette envergure-là. Ça veut dire que le peuple ivoirien est complètement derrière eux comme ils étaient avec les éléphants. Et tout le monde a vu comment est-ce que les éléphants, quand ils ont été boostés, c'était pratiquement intenable. Donc, l'Espérance de Tunis, déjà, historiquement parlant, eh bien, c'est ASEC Mimosa qui a quand même 3 victoires. Donc, et à domicile, ASEC Mimosa ne perd pas. Comme toi aussi, tu donnais les statistiques tout de suite. Et du coup... Rémi sans les lunettes. La grande différence. Rémi, il a tout dans la tête. Il y a quelques pronostics de la part de nos auditeurs. Les supporters ivoiriens, eux aussi, ils surfent sur la victoire de la CAN. Et on avait un bon reportage sur RFI ce matin du Ngourlé, justement, sur cet engouement-là. Tous les billets quasiment qui sont vendus. C'est peut-être l'année ou jamais pour les Mimos. Et au festival de Deauville où nous étions,
l'émission pour ce qui était du premier festival du documentaire sportif, eh bien, il y avait un très beau documentaire signé Diego Badia sur la bonne étoile, c'est-à-dire ce qui a porté ces Ivoiriens des tréfonds de l'enfer à un moment et jusqu'au Graal du sacre continental. Allez, on continue, on vous attendait, Rémi, parce qu'on a un petit sujet un peu chaud là sur le feu. Il s'agit d'un certain président de la FECAFOOT. Ce rôle est de la compétence de la fédération et uniquement de la fédération. C'est pas une polémique. Nous allons proposer et puis nous espérons que parmi les 3 choix que nous apporterons, un des profils retiendra l'attention du premier sportif camerounais. Alors cette déclaration, c'était il y a peu de temps, le 28 février dernier. On va vous donner un peu les éléments avant de commencer à en parler, mais c'était en même temps, on dirait, il y a fort longtemps, car depuis, les choses ont beaucoup évolué. Elles ne cessent d'évoluer. D'ailleurs, vous allez le voir avec Frédéric. Et c'est pas forcément comme le souhaitait Samuel Eto'o. Ses propos, on s'en doutait, hein, c'était sur France 24, anticipaient sans doute quelque chose qui est venu, puisque lui, en rentrant de cette CAN pas très reluisante pour les Lions indomptables, il avait décidé qu'il ne renouvellerait pas le contrat de Rigobert Song, son ami. Et vous le savez, en début de semaine, un communiqué du ministère des Sports camerounais a révélé une liste des personnes qui intégreront le futur staff d'encadrement technique, administratif et médical de la sélection. Et ce sera dirigé par le Belge Marco Brice. Alors, évidemment, la FECAFOOT en prend ombrage. D'abord, elle a déclaré qu'elle était surprise, qu'elle n'était pas au courant de ce qui était rendu public. Et puis, il y a eu un deuxième communiqué mercredi soir de la fédération qui disait qu'elle n'avait pas été sollicitée, hein, ni de loin ni de près, et que donc, elle ne reconnaissait pas les nominations qui avaient été effectuées, puisqu'elles ne sont pas dans un cadre légal. Samuel Eto'o faisait allusion à un décret de 2014 qui donne théoriquement le pouvoir à la FECAFOOT au moins de présenter 3 noms. Alors, c'est un vaudeville qui passionne du côté du Cameroun. Apparemment, tout le monde parle de ça. Et alors, il y a quelques heures, Frédéric, c'est la réponse du ministère, du ministre, c'est la réponse de la réponse à la réponse. Ministre des Sports, il répond aux 2 communiqués de la FECAFOOT et il s'adresse à Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de foot, donc à Samuel Eto'o. Dans ce courrier, il rappelle que, là je le cite, dans un passé récent, pour recruter le sélectionneur, quand c'était Clarence Seedorf, Antonio Conceição, Rigobert Song, on avait utilisé le même mécanisme sans que cela ait suscité la moindre polémique ou tentative d'obstruction de la part de la FECAFOOT. On a entendu Samuel Eto'o qui parlait de 3 noms qu'il pourrait soumettre. Il y revient. Il dit des candidatures, on en a reçu une trentaine, dont 3 transmises par vos soins. Mais, nous explique dans ce courrier le ministre des Sports, ces 3 candidatures présentées chacune, là je lis encore le texte du ministre, des prétentions salariales exorbitantes, des montants excessifs jamais payés à un quelconque entraîneur dans l'histoire des Lions indomptables. Et il continue comme ça pour justifier un petit peu la façon dont a été choisi Marc Brice. Il y a eu des visioconférences avec 5 des candidats pour ce poste de sélectionneur et au final Marc Brice a été choisi. Il termine son courrier, Narcisse Mouelkombi, le ministre des Sports. Le plus important, c'est de se serrer les coudes pour continuer à avancer et constituer une chaîne d'union sacrée autour de notre sélection nationale de foot afin que celle-ci retrouve le chemin de nouvelles victoires. Alors Rémi, moi je voudrais vous demander, est-ce que c'est vraiment un bras de fer qui est engagé entre le président de la FECAFOOT et le pouvoir finalement, le pouvoir qui paye en plus les sélectionneurs, ou est-ce que c'est aussi... je ne sais pas, pour sortir bien d'un mauvais pas? Samuel Eto'o avait répondu à cette question sur France 24. Il avait dit « Tous les problèmes que je rencontre au Cameroun, c'est parce qu'on me prête des intentions de briguer la magistrature suprême. » Ce qui signifie que lorsque vous regardez ce qui se passe actuellement, ce n'est pas seulement le ministre des Sports. C'est le secrétaire général à la présidence de la République, ministre d'État, donc vice-président, et d'ailleurs président parce qu'il a la délégation de pouvoir. Il fut un temps ami de Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o, bien évidemment, pour obtenir la nomination de Rigobert Song,
était passé par la première dame. Or, le ministre des Sports, lui, voulait garder Conceição. À 17h, l'information, lorsque le courrier arrive de la présidence, fermé, eh bien, on fait dire au ministre qu'il faut qu'il signe, qu'il valide. Eh bien, il avait refusé. Sauf qu'on lui a dit, tu le fais immédiatement. Et c'est au journal de 20h que c'était passé. Bon, Samuel Eto'o, vous avez évoqué la loi. De même que quand nous parlons de la loi, il ne faut pas se dire que parce qu'on avait eu à ne pas respecter la loi l'année dernière, l'année surpassée, on va continuer à ne pas respecter la loi. De l'esprit des lois du Cameroun, le président Biya a donc fait un décret. C'est-à-dire que c'est le décret 2014-384 du 26 septembre 2094. Or, dans l'article, justement, 3, alinéa 1, c'est le président de la FECAFOOT. Mais là-dedans aussi, il y a ce qu'on appelle l'article 9, où on vous dit que, bien évidemment, le gouvernement peut soumettre un sélectionneur. Mais le problème qui se pose ici, aujourd'hui, c'est quoi? La FECAFOOT ne veut pas le reconnaître. Soumettre ou imposer? Mais Rémi, c'est pas la première fois que ça se passe. Certes, c'était avant ce décret de 2014, mais en 2007, d'après les renseignements que j'ai eus, en 2007, Otto Fischer avait été nommé pareil par la présidence. La FECAFOOT avait dit on ne reconnaît pas, mais on ne l'empêchera pas de travailler. Vous dites 2007, il n'y a pas de décret. Donc, le gouvernement et le chef de l'État, lui-même, il s'assoit, il valide quelque chose. Donc, c'est déjà validé comme ça. Est-ce qu'il y a un bras de fer? Est-ce que ça va aller loin? Est-ce que Samuel Eto'o va dire, moi, je ne reste pas dans ces conditions? Il peut aller jusqu'à nommer son propre sélectionneur, Samuel Eto'o? Ça reste très loin. C'est vrai très loin. Il n'empêche que dans les lois, c'est lui qui a raison. C'est vrai très loin. Annie, pourquoi? Parce que... Non, mais très loin, ça veut dire, est-ce qu'il peut dire, puisque c'est ça, je m'en vais? Il dit, il ne va pas dire je m'en vais. Non. Il ne va pas signer. Pas sûr. Il ne va pas valider. Pourquoi? Parce que... Il ne va pas valider, mais il est obligé de laisser faire, c'est ça? Non, il peut laisser faire, mais Annie, n'oublions pas que le Cameroun n'a pas un championnat mondial à part. La fédération dépend de la FIFA. Les articles 13 et 17 demandent que les fédérations, qui sont des associations, soient autonomes et non qu'elles aient des ingérences étrangères. Donc, directement, le Cameroun court le risque d'une suspension. Et c'est pour cela que je dis que le bras de fer est engagé, mais aujourd'hui, il faut savoir que quand le ministre dit que c'est l'union sacrée, vous ne pouvez pas faire l'union sacrée après avoir totalement détruit celui qui a été élu. Samuel Eto'o a été élu pour un mandat. On l'a laissé faire pendant 2 ans, c'est ça, Rémi? Macron, depuis 2 ans et demi qu'il a été Macron élu. a été élu pendant 5 ans. C'est pas pour cela que dès qu'il y a quelque chose, Rémi, on va dire tel vient. Le problème, c'était les résultats qu'il y a eu, c'est ça? C'est ça qui... vous savez, après une élection, l'ascension, c'est la nouvelle élection qui arrive. Bien sûr. Ce n'est pas que vous êtes en plein mandat. On vous juge chaque jour et le même régime qui vous juge, qui vous demande des résultats immédiats, lui vous dit, attendons, nous sommes là depuis 42 ans, on ne nous juge pas. Et on juge Samuel Eto'o avec les résultats immédiats. Non, ça ne peut pas aller. Xavier Barré, selon vous, est-ce que la FIFA, voire la CAF, parce que finalement c'est elle qui représente la FIFA sur le continent, peut s'octroyer le droit de dire on va critiquer, on va s'opposer à ce choix politique, alors qu'on sait... prenons l'exemple en France de la ministre des Sports, Oudéa Castéra, qui a carrément fait virer le président de la Fédération française, Noël Le Graët. Donc, c'est pas que en Afrique, mais on sait qu'il y a des liens d'argent, il y a des liens d'influence et tout ça. Est-ce que la FIFA a intérêt à se mêler de ça? Non, même pour Samuel Eto'o, qui a été absolument pas. un personnage le règlement de la FIFA s'applique aux petites fédérations, mais pas aux grosses. À l'époque, il y avait eu un changement de président en Russie. À l'époque où la Russie faisait partie du concert des nations, ils avaient viré Koloskov et ils avaient mis un homme du pouvoir à l'époque. Et puis la FIFA avait rien dit parce que voilà, c'est un grand pays et on fait rien quand c'est un petit pays. Non, mais sur l'intromission politique, c'est vrai qu'en France c'était une histoire autre pour le président de la fédération. Donc je pense que la FIFA prend. C'est vrai que il y a la lettre et l'esprit. À la lettre, effectivement, la FIFA peut intervenir à partir du moment où il y a une ingérence politique dans la gestion de la fédération. Là, en plus, c'est très limite parce que le président n'est pas débarqué. Le président Eto'o est toujours en poste.
C'est juste dans le mode de désignation, on l'a squeezé et on a quelqu'un d'autre a procédé à la désignation. Il est remis en cause quand même. Il propose 3 noms et mais... c'est pas les noms qu'on choisit, mais, il a quand même eu son mot à dire, même si c'était pas un processus effectivement très particulier dont Rémi Ngono nous a donné tous les détails, les tenants, les aboutissants. Mais quelque part, Eto'o, il est toujours président. Il n'a pas été débarqué. Qu'est-ce que vous voulez que la FIFA dise? Vous remettez le président, mais non, il est en place. Donc après, la désignation du sélectionneur... Il y a quand même ingérence dans le système et dans le processus de mise en place du sélectionneur. Il y a quand même ingérence. Non, mais il y a toujours eu des liens très forts. Il y en a toujours. Moi, j'ai connu, quand j'étais à Madagascar, j'ai connu la même chose. J'ai connu, alors pas en termes de nomination de sélectionneur, mais en termes de plein de choses, d'intrusion du pouvoir pour vous faire détourner un programme que vous avez organisé ou des choses. Toutes ces choses-là, ça existe. D'ailleurs, Samuel Eto'o était invité du premier match de... C'est pour ça que c'était drôle de voir... qui subit ça aussi dans son poste, mais ça existe, c'est un poison l'ingérence, vraiment. Alors, moi, je parle en termes de football pur, je parle pas de politique. Et en tant qu'ancien coach. Mais c'est un vrai poison, parce que quand vous avez une volonté footballistique de développer des choses, de mettre en place un processus qui va faire que là, il y a une progression dans votre football ou dans les résultats de votre nation. Là, c'est un vrai poison parce que les intentions sont plus les mêmes. Il y a d'un côté un équilibre football et de l'autre côté un équilibre politique et intérêt personnel ou autre. Depuis 2-3 ans que Samuel Eto'o est arrivé à la tête de Fecafoot, d'ailleurs, on parle surtout de lui et de toutes ces affaires imbroglio et les gens indomptables dans tout ça, le sportif, et on voit bien que la sélection, elle va pas très très bien quand même depuis qu'il est arrivé. Rémi, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences pour les Lions? Parce que là, par exemple, on voit que faute de sélectionneurs, ils n'ont pas fait les matchs amicaux de la mi-mars, et puis ils ont des matchs très importants au mois de juin prochain. C'est la scissure, c'est la moisissure, c'est la pourriture. Non, mais le football camerounais est toujours revenu. Non, attendez. Il ne peut pas revenir de cette façon-là. Parce que là, c'est très, très grave ce qui est en train de se passer actuellement. Pourquoi? Parce que, Samuel Eto'o, non seulement, vous savez que le gouvernement du Cameroun a engagé une procédure via la FIFA pour des matchs truqués. Et au-delà de ça, vous avez au niveau des nominations, c'est-à-dire qu'on vous dit le coordonnateur général de l'équipe des Lions indomptables. C'est Samuel Eto'o, l'article 4, qui dit exclusivement c'est lui qui doit le nommer. Or, il a viré un monsieur qu'on appelle Banlock. Et vous le reprenez, vous le nommez. Rémi, à partir de cet instant... Effectivement, c'est comme une humiliation. C'est une humiliation totale. C'est comme exactement... On a vu à la gestion des matchs aujourd'hui, le championnat, on a mis Bell à l'Ognès, qui ne s'entend pas avec Samuel Eto'o, et du coup... les recettes des matchs, le ministre des Finances a bloqué. Bref, on a tout coupé sur Samuel Eto'o. C'est programmé pour échouer. Ah oui, tiens, ça fait un écho à un livre qui avait été publié il y a quelques années. Frédéric, Non, mais ils adorent le débat. Non, on nous remercie pour nos analyses. Et puis, Miamba William nous dit le Café des Sports, the place to be. Bon, eh ben, écoutez, merci à tous. Et c'est promis au vu de ce qui risque de se passer et d'évoluer, puisqu'il y a une date butoir un peu. C'est-à-dire que le 12 avril, théoriquement, le nouveau staff qui a été nommé doit prendre ses fonctions. Que se passera-t-il? Y aura-t-il... Mais qui va l'accueillir à l'aéroport, Marguerite? Le ministre des Sports, sans doute, ça c'est sûr. Mais après, d'autres personnes, ça serait bien. Mais on verra si tout le monde se réconcilie. On est le 5, donc il leur reste 7 jours pour se réconcilier. Et donc, on verra ce qui se passe du côté d'Yaoundé. Nous, on continue et on y va vite à nos cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et tout de suite, chers amis, auditeurs et internautes et téléspectateurs, voici vos cartons. Bonjour, la dévote internationale. Moi, c'est Kamal Moussa, en jouant Comore. Mon carton est directement un carton vert que je l'adresse à son Excellence M. Rémi Ngono pour son soutien moral et physique à l'équipe de Carlo Ancelotti. Merci M. Rémi et bon courage. Benezaïdo depuis Cotonou, Bénin. Je donne un carton vert à Luis Enrique, le coach du Paris Saint-Germain, pour ses choix audacieux, pour ses choix courageux qui vont dans l'intérêt du club. Il ne se laisse pas influencer
par l'ego des poids lourds du vestiaire. Il y a un proverbe qui dit le chien aboie, la caravane passe. Bonsoir Amadou depuis Brazzaville au Congo. Sortir Interstar dans un match de Classico, déception totale. Luis Enrique, carton rouge à toi. Et Mbappé nous a prouvé qu'il reste toujours un grand joueur parce qu'il a marqué l'unique but du PSG pour la qualification du finale de la Coupe de France. Merci et bonne émission à vous. Bonjour Radio Foot, c'est Branly de Kinshasa. Je m'en vais adresser un carton, un panneau, un énorme panneau rouge à Manchester City pour sa contre-performance lors de la réception d'Arsenal. C'est un match nul de trop et accessoirement à Haaland qui reste muet depuis près de 6 matchs en Première Ligue et globalement il reste improductif lors des grands rendez-vous depuis la saison dernière d'ailleurs. Bonjour Monsieur Rémi, bonjour Monsieur Xavier Barré, bonjour à toute l'équipe de Radio Foot International, les meilleurs commentateurs de football. Moi c'est Christophe, Togolais vivant en Chine. Aujourd'hui j'adresse mon carton il est vert et il est adressé à Monsieur Lounine, le gardien de mon club préféré. J'espère qu'il va continuer par aider l'équipe à gagner le match face à Manchester City et surtout aller remporter la Ligue des Champions. Merci et bonne émission à vous. Ciao. Salut Radio Foot International, Kamisoko Sekou depuis les Émirats Arabes Unis. La couleur de mon carton est noire, adressé aux joueurs sud-africains de Kaizer Chiefs, Lok Fleurs, tué lors du vol de sa voiture. Je pense que ce n'est pas la première fois et ça doit s'arrêter. Ciao. Bonjour, le Café des Sports, c'est Luc Armel Agongo depuis Abomey-Calavi au Bénin. Je donne un carton rouge à la Fédération béninoise de football et au gouvernement béninois. Il y a 3 ans, juste 3 ans, que le stade général Mathieu Kérékou a été rénové à coup de milliards. Et figurez-vous, 3 ans après, les Guépards du Bénin ne peuvent plus jouer sur cette pelouse. C'est honteux pour un pays qui voulait organiser la CAN. C'est Septième Depuren, sénégalais. Je voulais donner un carton rouge au ministère des Sports, peut-être à la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, concernant la grosse confusion qui se passe actuellement sur la nomination du futur entraîneur de l'équipe nationale. Tout ce qu'on demande en tant qu'amoureux du ballon rond, c'est la non-ingérence de la politique sur le football. Merci beaucoup. Bonsoir Café des Sports, c'est Samuel Birocha Pacifique depuis la ville de Bukavu en République démocratique du Congo. Carton rouge aux supporters de Sestao qui ont lancé des insultes racistes aux gardiens d'Ereo Maradaronda Tcheksar. Carton vert également à ses coéquipiers qui ont accepté de perdre les matchs sur tapis vert. Bonjour, le Café des Sports. Moi c'est Mariam Bombo Bangora. Depuis Guinée-Conakry, je suis fan de football, mais des clubs de cœur, Arsenal, les Gunners et les Merengues du Real Madrid. Mon carton il est vert, il est pour Radio Foot International, une émission que je suis régulièrement depuis 2 ans. Et à chaque fois, c'est vraiment un plaisir de vous écouter. Et bonne émission à vous, je vous kiffe. Elle nous kiffe, et ben on la kiffe aussi, cette chère auditrice. Et revenez toutes les semaines. Je suis sûre que David Finzel vous fera une place dans la sélection. Toujours très difficile, toutes les semaines, puisqu'on reçoit beaucoup de cartons. Mais un carton vert, c'est pour la Chine là-bas, parce que Christophe nous écoute en Chine. Et ça, c'est génial. Ah oui, franchement. Il y a Eric qui se demande quand est-ce qu'il sera là, qu'il y aura des cartons de Madagascar quand même. Alors, envoyez des cartons de Madagascar. Allez les amis, on y va. Eh ben, Eric, à vous, votre carton, quelle couleur ? C'est un vert, c'est un carton un peu personnel, on va dire. J'étais l'invité au match de Toulouse avec Aliou Cissé. Et comme ça faisait depuis que du Paris Saint-Germain, invité du Paris Saint-Germain pour ce match-là. Et donc, Aliou Cissé était invité en même temps que moi et ça m'a permis de le revoir depuis qu'on s'était quitté du Paris Saint-Germain. Donc ça faisait très très longtemps. J'avais de temps en temps des nouvelles, mais je ne l'avais jamais eu en direct. Et donc, on était très heureux de se revoir. Donc voilà, carton vert au PSG qui m'a permis de revoir Aliou Cissé depuis très longtemps. Aliou Cissé, alors au PSG qui... Ils invitent beaucoup d'anciens à venir pour les matchs. Oui, ça a été un peu tardif, mais ça commence à... En 11 ans, c'est pas fait beaucoup. Je crois que ce week-end, il y aura le néerlandais Kiss Kist pour ceux qui se souviennent. Votre carton, Xavier. Vert aussi.
Vert aussi pour un ancien joueur du PSG, mais qui n'est plus à Paris, qui est au Havre. Pas moi. Qui est au Havre, oui. Mathieu Bodmer, Ouais, Bodmer qui a fait une carrière assez incroyable de joueur, qui était au port de l'équipe de France, qui n'a jamais été chez les Bleus, mais qui aujourd'hui embrasse une carrière de dirigeant avec beaucoup de justesse dans ses choix, et qui a décidé de poursuivre sa carrière au Havre dans un club promu qui est en difficulté pour se maintenir, mais il a prolongé son contrat jusqu'en 2027 alors qu'il avait d'autres propositions. Le premier club à avoir été créé en France. Oui, le club doyen. Ouais. Exactement, le doyen des clubs français. Rémi, votre carton. Ah, Vert, un ancien joueur du Real, pas du Paris Saint-Germain. qui est toujours nouveau. Ah oui, 39 ans, Cristiano Ronaldo. Et alors? Vous avez pu le constater, comment est-ce que le gars il empile le début. Il vient de mettre encore 2 triplés là. Avec qui et contre qui? Attendez, vous parlez de Messi qui joue dans la neige. C'est pire. Ah mais attendez, et là, nous sommes quand même dans un championnat où on vous dit que le meilleur buteur de tous les temps, pour une saison, c'est 29 buts. Lui, il est déjà à 29, et sans pour autant oublier que la saison n'est pas terminée. Donc, Cristiano Ronaldo, on a beau dire, il est vieux, il est ceci. Non, il est bon. Comme le dit un proverbe africain, mieux vaut une vieille cuillère qui te donne à manger qu'une cuillère neuve qui te déchire la bouche. Les amis, avec Frédéric, on va sacrifier nos cartons parce qu'on a une dernière question à vous poser. Le prix Marc-Vivien Faué, selon vous, qui sera le vainqueur? Rémi. On connaît les 11 finalistes. On a les 11 finalistes qui ont été révélés dans une émission cette semaine. C'était mardi dans Radio Foot International. Pour moi, c'est Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang? Oui, Pierre-Emerick. Ouais. Moi aussi. Et vous? Moi aussi. Il fait une belle saison et voilà, il est à 23 buts, toutes compétitions confondues, donc il fait une belle saison. Mais la Ligue Europa ne compte pas. L'attaquant Oui, mais bon, pour moi, il compte, Marseille, ça reste quand même des buts. Alors, vous vous souvenez qu'il l'a déjà eu gagné, oui, Pierre-Emerick Aubameyang, en 2013. Mais surtout le comeback. Il jouait à Saint-Etienne à l'époque. Surtout le comeback de quelqu'un qui, pour moi, pourquoi est-ce que je le dis? On peut rater le départ, mais surtout, La Fontaine le disait, c'est la fin. C'est-à-dire que le gars a réussi une chevauchée incroyable. Moi, il l'a eu en 2013, effectivement. Je regarde le palmarès. L'ont eu l'OM, Lens, Lille, Angers, Nice. Et quel est le club qui domine le football français, puisqu'il s'agit du meilleur joueur africain de Ligue 1? Le PSG ne l'a jamais eu. Donc cette année, c'est pour Hakimi dans la liste. Cette année, c'est pour Hakimi. Vous restez neutre. Moi, je reste neutre. Déjà, on ira le 13 mai prochain. On ira rencontrer le lauréat. Et ça sera, on espère, une grande émission. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci Rémi d'être passé dans notre studio. Et merci les amis. À la semaine prochaine et bon week-end à tous.